c'est qu'il a écrit un ouvrage qui va devenir le Kitsur Shulchan Aruch de référence des traditions marocaines. Il s'agit véritablement de compiler, d'associer et de révéler qu'en réalité, on peut parfaitement analyser la halakha de façon puissante tout en restant fidèle. À préserver quand même la tradition marocaine. Et nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle rubrique sur Studio Kalita. On va parler des rabbins séfarades avec le Rav Avraham Drey. Nouvelle rubrique, on va évoquer donc ces rabbins. Alors quand on dit séfarades, c'est un peu large, parce qu'on ne va pas parler que les rabbins d'Espagne, bien entendu. On va parler aussi des rabbins du Maroc, d'Afrique du Nord. Et la vérité, c'est que le programme est large. On a décidé donc de consacrer une émission à ces grandes figures du judaïsme. Et donc, nous sommes très heureux de vous recevoir. Le Rav Drey, Rav Gomer Chesed, et responsable du desk Tsarfati au Mizrahi. C'est un partenariat avec Kalita et Shedarim qui fait donc le lien entre les rabbins francophones en Israël et les rabbins en France. Et la première figure plus exactement, que nous avons choisie, c'est le rabbin Baruch Raphaël Toledano. À vrai dire, en effet, il s'agit d'une nouvelle rubrique, mais quelque part, il y a un lien. Commencé un exactement. Peu, ouais. Je me rappelle qu'on avait évoqué la figure de Rabbi Yosef Messas, tous deux de Meknes, mais à vrai dire, ils ont grandi ensemble. C'était des amis, en fait. Mamash, ils ont grandi ensemble, ils ont évolué ensemble, mais leur évolution, en fin de compte, dans les différentes tendances du judaïsme, est véritablement opposée. Ah oui ? Oui. Alors, attends, au point de vue familial, ils n'ont aucun lien ? Non, familial, non, mais vraiment, on peut dire comme des frères. Comme des frères. Je peux dire que celui qui les évoque tout le temps ensemble, c'est celui qui a, en hébreu on dit « gadal al-birkehem ». Il a grandi sur leurs genoux. Voilà. Et c'est pas moins que l'actuel grand rabbin de Yerushalayim, Rav Shlomo Moshe Amar, qui était le Rishon LeZion, grand rabbin d'Israël pendant des années. Il a grandi vraiment sous l'ombre de ces deux géants. J'ai pas envie de dire ombre d'ailleurs, sous la lumière, la lumière de ces deux géants. Et à chaque fois qu'il les rappelle, quand il parle de Rabbi Yosef, toujours de Rabbi Yosef Messas, dont on avait donc déjà évoqué la figure, mais il rappelle toujours son acolyte, Rabbi Baruch Toledano. Et quand il parle de Rabbi Baruch Toledano, il rappelle également. Maintenant, on va peut-être faire un peu plus le focus sur la figure. On va faire connaissance avec lui, quand il est né, il dit Meknes, etc. Exactement. Alors, fin du 19e, début du 20e, Meknes, on avait exprimé qu'il s'agissait véritablement de Ir Va'em Israël, véritablement un endroit où non seulement la Torah était appliquée, mais elle était étudiée, approfondie, enseignée. Et la petite Jérusalem, on l'appelait. Exactement. On peut dire d'ores et déjà que la figure de Rabbi Yosef, le sourire et la façon dont on a parlé de Rabbi Yosef, je parle de Rabbi Yosef Messas, c'est ce qu'on a l'habitude de dire qu'il s'agissait de Hamoud Haesh et Hamoud Hanan. Le Hamoud Haesh, on va voir tout de suite pourquoi il a été surnommé comme ça, avec la rigueur. Je ne vais pas dire intransigeant, c'est pas vrai, mais en tout cas, une approche fondamentalement bien plus mechayevet de Rabbi Baruch Toledano face à... Il n'était pas moins intransigeant d'ailleurs, Yosef Messas, mais il faisait ça avec une souplesse. Plus de douceur. Exactement, avec la douceur. Et ce bitouille-là, Hamoud Haesh et Hamoud Hanan, va les accompagner tout au long de leur carrière rabbinique. Rabbi Baruch, à vrai dire, a commencé son étude chez le papa de Rabbi Yosef, Rabbi Chaim Messas. C'était toujours intéressant de voir ça. Et il a eu une influence, on va dire, prépondérante, fondamentale, à l'arrivée de Rabbi Ze'ev Alperin. Il y a eu un maître, l'Itaï, lui-même était disciple du Chafetz Chaim, Mishnah Bora, Rabbi Israël Meir Yaakov. Il a été envoyé au Maroc pour, on va dire, essayer de propager en fait le courant de l'étude l'Itaï. Alors, à vrai dire, à chaque mot que je veux dire maintenant, il aurait fallu me mettre consacré toute une analyse. Mais on peut dire, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui le judaïsme lituanien de Bnei Brak, orthodoxe. Et au Maroc, c'est intéressant de voir
qu'à vrai dire, l'approche de l'étude à Meknes, indépendamment de son arrivée, était déjà particulièrement, c'était une approche d'analyse, d'étude véritablement intransigeante. Il a suffi qu'il vienne, et lui ou même a ouvert une école pour choisir des disciples qui allaient devenir mamash des grands d'Israël. Rabbi Baruch, pour lui, c'était véritablement une sorte d'adhésion totale, sans même avoir été influencé. C'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'en fait, il est rentré dans ce courant, on va dire... Il a adopté, on va appeler ça le courant lituanien, même s'il n'était pas moins fidèle à la Massoret. Aux traditions. Oui, exactement, aux traditions ancestrales du Maroc, et encore plus à Meknes. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'il n'a pas été... C'est pas un changement. Exactement. C'était pas un changement. C'était vraiment une évolution dans la même tendance qui va prendre des proportions bien plus grandes. À vrai dire, l'avenir et les descendants de Rabbi Baruch vont, on va dire, exprimer de façon la plus claire que tous ses enfants, les 4 enfants qu'il a eus, vont devenir des rachés yeshivot sous la demande du Rav Shark, du Manhig, l'ancien Manhig du judaïsme lituanien. Il a établi sa résidence à Bnei Brak. Il est devenu vraiment le fondateur d'un courant d'études au Maroc, en France, en Angleterre, les fameuses yeshivot dont tout le monde connaît en tout cas le nom, Getzed. Pour les filles, oui. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi un centre d'Avrechim là-bas, de Rabbanim. Il a envoyé un enfant là-bas, il a envoyé dans une autre Oxford, de yeshivot, comme ça qu'on l'appelait en Angleterre, pas parce qu'il voulait les transformer en grands maîtres du judaïsme lituanien, non. C'est parce que ça correspondait de façon parfaite et identique à l'approche qu'il avait lui-même et qu'il avait adoptée déjà. En France, c'est important. C'est important parce que le nom de Rabbi Baruch Toledano va devenir véritablement, on peut dire, une référence pour... J'ai jamais fait de statistiques exactes, mais quand il s'agit de peut-être 80% des rabbins qui vont prendre les responsabilités rabbiniques, que ce soit dans les communautés, que ce soit au consistoire, que ce soit cachot, que ce soit... on peut se permettre de se rappeler entre nous que Olivier et moi, on a grandi dans la communauté de Shell, où il y avait là-bas le rabbin, le Ménaché Banon, et son frère également, Rabbi Pinchas, qui étaient des élèves directs. Comme eux, ils ont grandi au Merkaz HaTorah, que son fils de Rabbi Baruch a établi au Rincy. Et à vrai dire, cette approche-là, de fidélité, de responsabilité, d'être véritablement lernen, comme ça s'appelle dans les yeshivot, Pognovitch, Emir, etc., ont été véritablement, ont laissé ces traces. Je voudrais quand même qu'on explique bien ce côté, parce que c'est toujours très difficile d'un côté d'avoir cette approche, on va dire, ashkénaze, orthodoxe et lituanienne, et la tradition séfarade. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à première vue, que c'est quelque chose qui ne peut pas être ensemble. Alors, c'est une question pertinente, c'est une question qu'il faudrait voir à Philou et ouvrir les livres. Peut-être le meilleur exemple pour exprimer comment il a concilié, a priori, c'est qu'il a écrit un ouvrage qui va devenir le Kitsur Shulchan Aruch, de référence des traditions marocaines. D'accord. C'est bien intéressant de savoir Kitsur Shulchan Aruch, qui était de façon quasi totale. C'était le Kitsur Shulchan Aruch Gensfried. Toujours, il a été nommé. En France, c'était véritablement la référence. Il s'est proposé de mentionner à chaque fois qu'il y avait des différences pas d'analyse, encore une fois. L'analyse, il vous dira comment apprendre le Shulchan Aruch. Tous les rabbins qu'il a éduqués vont vous dire Mishnah Bura. Mishnah Bura, c'est pas moins que le symbole mouvak de ce courant judaïsme, mais il a dit, mais pas parce qu'on va apprendre dans le Mishnah Bura, on va être nécessairement abandonner la tradition de la psika. Dans le Kitsur Shulchan Aruch qu'il a écrit, il s'agit véritablement de compiler, d'associer et de révéler qu'en réalité, on peut parfaitement analyser la halakha de façon puissante, la puissance du Iyun, du Chafetz Chaim, du monde lituanien,
tout en restant fidèle. Et très souvent, c'est des harotes comme ça, des remarques où il dit. Et nous, on a l'habitude de faire de cette façon-là, etc. Donc, c'était vraiment un modèle. Préserver quand même la Exactement. tradition Exactement. marocaine et séfarade. Exactement. Et au choix, une fois arrivé en Israël, lui aussi. Alors ça, c'est important, puisque donc on l'a laissé pour le moment à Meknes, au Maroc. Lui, il n'a pas eu l'intervalle. Je pense que c'est fondamental. L'intervalle de Tlemcen, ceux qui se rappellent, et que Rabbi Yosef Messasahu a changé véritablement. On en avait parlé d'ailleurs. Que lui, Rabbi Yosef Messasahu avait dû affronter un judaïsme profondément différent, où il s'agissait véritablement de Meknes. Exactement. Et lui, il n'a pas eu ça. Il a eu le modèle de Meknes. De Meknes, il est venu en Israël. À Bnei Brak. C'était véritablement un choix. C'est important également. Il est enterré à Bnei Brak. Je pense sincèrement. Très souvent, on a envie de dire que le monde de Poniovitch, de manière générale, du Rav Shach, etc., avait quelque part une sorte... C'est comme ça que ça a été stigmatisé. Comme quoi, en effet, on va intégrer les séfaradim, mais on va intégrer les séfaradim de façon à ce qu'ils deviennent eux-mêmes des juifs du rite lituanien. Et là, c'était pas le cas. Comme c'est mamash, impressionnant de voir qu'il avait une sorte d'autonomie dans le monde de Poniovitch. Aujourd'hui même, dans la Chelka, il y a un cimetière par excellence à Bnei Brak qui va devenir l'endroit de sépulture des plus grands, le Chazon Ish, le Rav Shach, le Stepeler, le papa de l'actuel grand dirigeant aujourd'hui, le Rav Chaim Kanievski. Une anecdote qu'on peut pas oublier, c'est que le Rav Chaim Kanievski rappelle à chaque fois qu'il rappelle la mémoire de Rabbi Baruch Toledano qu'à son arrivée à Bnei Brak, ils n'étaient pas très loin au niveau de leur demeure. Son papa, le Stepeler, le Rabbi Yaakov Kanievski, Zecher Tzaddik Livracha, lui a dit au Rav Chaim, qui était encore jeune, dans les âges qu'ils ont aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire c'est quoi jeune, mais en tout cas, bien moins âgé donc, qu'aujourd'hui, mais en tout cas, il lui a dit, sache une chose, tu vas immédiatement rendre visite à Rabbi Baruch Toledano, et quand il lui a demandé et qu'est-ce qu'on va étudier, qu'est-ce que je lui demande, il lui a dit, sache une chose, assieds-toi, tais-toi, regarde-le. Il raconte, Rabbi Chaim Kanievski, qu'il a été impressionné de contempler la figure de Rabbi Baruch Toledano. On parle dans un monde qui n'est pas du tout mystique, on parle dans un monde qui est mamash de judaïsme, qu'on apprend, de lernen, d'études, et c'est comme ça qu'il dit, et j'ai pris ma dose de Hirat Shamaim rien qu'en m'asseyant à côté de lui. Alors on va quand même, parce qu'on doit terminer, on doit rappeler encore, je crois, une chose importante, même si tu l'as déjà fait, plus ou moins, c'est son influence, bien entendu, en Israël, mais aussi en France, avec les écoles, Otsara Torah, Merkaz Torah. Il s'agissait véritablement on va appeler ça, d'imposer, en fait, le judaïsme des yeshivot, en tout cas de faire en sorte qu'il y ait une référence en France. On appelle en général les Chachmei Tzarfat de l'époque du Moyen-Âge de Tosfot. Lui, il a dit qu'il n'est pas question de laisser une sorte on va appeler ça de dissolvant ou d'assimilation du judaïsme en France, et laisser de côté le monde de l'étude et de ne pas en faire des académies. Vraiment, il a pris pour projet, et c'est ce qu'il a fait, des académies yeshivatiques de très haut niveau, c'est important, qu'il s'agissait malgré tout par exemple, le modèle Aix-les-Bains, c'est un modèle où, aujourd'hui, en Israël, on a des difficultés à exprimer. Parce que c'est une yeshiva litaïte, pas moins qu'en Israël, mais il y avait un lycée. Il y avait également... C'était mamash intéressant. Merkaz Torah au Rincy, c'était une yeshiva gvoa, une yeshiva extraordinaire, les grands lumières, mais on apprenait également... Ils apprenaient également le monde. C'était même intéressant de voir que ce modèle-là... Et c'était pour lui un défi. C'était pour lui de dire qu'il s'agit véritablement de pas aucune concession, mais d'être capable d'être pertinent pour la direction du judaïsme français. Et pour terminer, un dernier mot sur son amitié, avec le Rav Messas lorsqu'ils étaient en Israël. Est-ce que ça a continué cette amitié? Comme dit Rabbi Yosef, malgré les différentes approches, ils étaient véritablement, c'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est difficile à comprendre, parce que quand on a proposé donc à Rabbi Yosef, on a dit il est devenu le grand rabbin de Haïfa. À vrai dire, la proposition a été également proposée au Dayan
Rabbi Baruch Toledano, il a pris contact, il a pris conseil chez le Rav Shach. Le Rav Shach lui a dit de rester à Bnei Brak. Et Rabbi Yosef donc est devenu la figure du judaïsme là-bas à Haïfa. Mais le lien, ça encore une fois, c'est באמת important. Quand on entend Rabbi Shlomo Amar, Arav chez les Yerushalayim, parler, il dit qu'il avait à la fois le feu de l'analyse, de la demande, pas excessive, c'est pas vraiment, en tout cas rigoureuse, c'est le mot exact, avec l'amour, les violons de Rabbi Yosef, et ils étaient constamment consultés ensemble, constamment, mamash. En tout cas, deux figures très intéressantes, et merci de nous avoir parlé donc du Rabbi Baruch Raphaël Toledano, et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour parler d'un autre rabbin séfarade. Très bien, parfait. Toda Rabba. Shalom.